Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 139. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré cette fois à une nouvelle interview. J'ai l'immense plaisir de recevoir Selena Bernard avec qui nous allons échanger autour de son métier, lequel, tu vas le voir, a un impact très fort sur le travail des auteurs dans le monde de l'édition. Alors Selena, dont je t'encourage à suivre le conseil sur son compte Instagram et si on parlait vraiment, est experte en marketing et business du livre chez Brajlon entre autres. En quoi l'écouter te parler du marketing des romans intéresse-t-il les auteurs ? Eh bien parce qu'il est essentiel que tu comprennes comment les éditeurs choisissent telle ou telle couverture ou titre par exemple, pourquoi ils décident de vendre telle ou telle histoire d'une certaine façon pour attirer un maximum de lecteurs, notamment en catégorisant les histoires, en créant des collections éditoriales, etc. Plus tu sauras comment les éditeurs réfléchissent, plus tu sauras comment contrôler ta carrière et comment négocier avec ces mêmes éditeurs. Alors sans plus de blabla, je te laisse avec l'écoute de l'interview et qui, je te préviens, est très très riche parce que nous sommes deux grandes bavardes et que surtout Selena a beaucoup à partager avec les auteurs. Sur ce, excellente écoute avec Selena Bernard, experte en marketing et business du livre. Alors, première question qui me vient en tête pour que nos auditeurs comprennent exactement qui tu es et ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et dire ce que tu fais à l'heure actuelle dans le grand groupe de Brajlon ? Hello tout le monde. Oui, écoute, avec plaisir. Je suis Selena et donc je suis export manager pour les éditions Brajlon et tous ces labels. Et en fait, ce que ça veut dire, export manager, parce que les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc En gros, c'est ça. Je suis donc plus du côté commercial, marketing, donc moins sur les textes, même si j'en fais un peu. Et en gros, je m'occupe de tous les marchés francophones hors la France. En gros, si vous êtes en Suisse, en Belgique, au Québec, dans les dom-toms ou même dans la librairie francophone de New York et que vous voyez un bouquin Brajlon, c'est qu'à un moment donné, j'ai joué un petit rôle là-dedans. Donc, c'est moi qui m'occupe en fait de faire en sorte qu'on commercialise ces ouvrages-là dans les autres pays que la France et surtout pour les pays les plus importants en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on est des éditeurs, il faut quand même qu'on gagne notre vie, c'est quand même le but. C'est en gros adapter une offre, voire des romans qui sont au départ faits pour la France, et ou l'Europe, puisque Brajlon est français. Et nous, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'offre existante et je l'adapte au mieux de ce qui est possible pour certains pays, et notamment beaucoup pour le Québec, qui est notre plus gros marché. Et moi, je suis à Montréal, donc voilà. Donc, ça va être adapter les promotions, les titres, des fois les couvertures, trouver des petites pépites, comme des auteurs québécois, par exemple, pour le marché québécois, ramener des projets particuliers chez Brajlon aussi, voilà. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, si je t'ai fait venir dans le podcast, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer plusieurs fois que quand on parle d'un roman, du côté et du point de vue de l'auteur, on imagine le livre comme une œuvre littéraire globale qui comprendrait la narration, l'histoire, mais qui comprend aussi la couverture, qui raconterait un peu de l'histoire de l'intérieur du livre, le titre qui a une signification, une symbolique par rapport à l'histoire, ainsi que la quatrième de couverture qui doit teaser et donner envie de lire cette histoire et de prendre connaissance de la particularité de cette histoire. Et en fait, je dis souvent, ça c'est uniquement le point de vue de l'auteur, mais qu'en réalité, le livre, c'est pas qu'une histoire, c'est aussi tout un processus de marketing, tout un processus de digestion et de reproduction qui fait que on puisse après, quand on est éditeur, pouvoir vendre et proposer ce livre à un circuit de vente, alors qui peut être, comme tu l'as très justement dit, un circuit de vente dans le pays de la maison d'édition, mais qui peut être aussi un autre circuit de vente dans les pays étrangers. Et du coup, je voudrais aborder avec toi cette autre dimension éditoriale, du coup, pour le coup du côté éditorial, mais cette autre dimension du roman qui est que
toute la signalétique de couverture, de titre, de genre, de catégorie, etc., ça prend un autre sens et ça prend un sens marketing. Et du coup, est-ce que toi, tu as, par exemple, des idées de romans sur lesquels tu as particulièrement retravaillé la couve ou eu des idées d'autres couvertures ou de titres, etc., parce que tu avais dans l'idée que ça pénétrerait mieux sur un type de marché, etc. Alors déjà, je vais commencer par dire un truc qui fâche et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent. Mais j'aime bien dire les choses que les gens ne disent pas. C'est comme Tant ça. mieux. On va faire d'entrée, je vais directement dire la chose qui fâche. Le livre est un produit. Oui. Alors, un produit particulier, un produit qui tient au cœur des gens, un produit qui culturellement a une histoire et un attachement, etc. Et donc qui correspond souvent à des règles, notamment juridiques, parce qu'en plus il y a toutes des promos et politiques, parce que par exemple la lecture, on sait que c'est un but important pour éduquer les masses, les foules, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc c'est quelque chose d'important, mais ça reste un produit. On ne vend pas pareil un livre qu'une paire de chaussures, on est d'accord, hein, ou qu'un déodorant, même si le livre va se retrouver parfois, tu parlais de points de vente, dans des points de vente, des fois qui vendent du déodorant ou qui vendent des paires de chaussures, par exemple la grande distribution, c'est-à-dire les hypermarchés, Carrefour et compagnie, bon, voilà. Mais donc, le livre, c'est un produit, et un produit, ça se market, et notamment avec un packaging. Donc, je fais beaucoup de désolé s'il y a des Québécois qui m'entendent, ils vont dire elle est vraiment la française qui parle qu'avec des termes en anglais, mais c'est le cas. Et donc, ça veut dire quoi, packaging? C'est exactement ce que tu dis quand tu parles, par exemple, d'un point de vue auteur, la couve, avec l'illustration, le type le titre, la quatrième de couverture, mais aussi le genre où on va inscrire le roman, c'est-à-dire parce qu'après, le genre, qu'est-ce que c'est un genre littéraire? Pratiquement, ça va dans les rayons, en fait. Donc, dans un rayon d'une librairie, c'est ça, en fait, là, le genre littéraire, au départ, il sert à ça. Pratiquement, voilà. Le numérique, c'est encore autre chose, mais voilà. Donc ça, déjà, je voulais juste le poser parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite de tout ce qui va se passer. Et le marketing ne s'arrête pas qu'au livre. Il s'agrandit à des gammes, à des lignes éditoriales, à un éditeur et plus largement à un genre littéraire, à tout ça. Donc, c'est très, très large et c'est des pans du métier qu'on ne voit pas forcément parce que beaucoup d'auteurs sont des créateurs et donc, voyez le côté création parce qu'ils sont à la base de l'œuvre. Mais derrière, il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui vont passer pour faire en sorte de vendre ce livre. Tu peux avoir le meilleur bouquin du monde, mais s'il n'est pas bien travaillé, tu ne le vendras pas. Alors, tu peux avoir de la chance aussi, hein, parce que voilà, mais en général, il faut un bon marketing derrière, que ce soit d'ailleurs l'éditeur, savoir-faire, ou que ce soit toi-même, si tu t'auto-édites et que tu es bon là-dedans et que tu sais appuyer sur les bons boutons. Voilà. Donc, oui, la réponse, c'est justement mon cœur de métier, c'est de réadapter des titres. Donc, par exemple, alors l'exemple classique, c'est le Québec. Le Québécois n'est pas un Français, hein, donc on est très différents. Il y a aussi des règles différentes, légales, etc., qui régissent le livre, et des règles culturelles. Et par exemple, un truc tout bête, c'est que les Québécois n'aiment pas, pour plein de raisons, avoir des titres en anglais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le sait, il y a toujours le truc où on compare souvent nos titres, par exemple, de films, Oui, version française. Les Français n'ont pas de problème à mettre des titres en anglais, voire ça peut, sur certains créneaux, faire tendance. tout à fait, Euh, exactement. le pire, je pense, pour un Québécois, c'est de voir qu'un Français a traduit un titre, en fait, a retraduit en anglais un titre en anglais qui n'était pas le même. Je pense que Oui, ça, c'est le pire que exactement. Au tu puisses faire. cinéma, on a des cas comme ça. On se demande pourquoi on le fait, en fait. Et effectivement, c'est en anglais dans les deux. Autant garder le titre original. Mais effectivement, je suis d'accord. Le genre romance, par exemple, supporte très bien des titres en anglais. Et c'est beaucoup plus sexy à la vente et au marketing d'avoir un titre en anglais, clairement. C'est ça. Et du coup, à l'inverse ici, c'est déjà normalement c'est illégal, même si bon, les éditeurs français échappent à la norme. Mais en plus de ça, les Québécois n'aiment pas l'anglais, donc ça bloque aussi bien les libraires, les acheteurs, parce que des fois c'est pas que des libraires qui achètent les ouvrages pour les mettre en point de vente, et aussi les lecteurs. Sans compter que donc le Québec est quand même un marché bilingue. Donc quand tu te retrouves avec une couverture en anglais, mais que ta couverture en français, elle est en anglais aussi, des fois, tu peux aussi confondre et pas acheter la bonne version. Donc, par exemple, moi, ça m'est beaucoup arrivé de faire des titres en français sur la couverture. Donc, vraiment, tu vois, par exemple, notamment la grande époque, en effet, de la littérature érotique ou du new adult, j'ai Ouais. beaucoup de séries qu'on a fait traduire avec des couvertures
en français. Donc, par exemple, je pense à Maya Banks et À fleur de peau, la trilogie. Tu vois, il y avait Fever, Fire, Tout à fait. qu'on a traduit, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Et bon, il faut changer une couverture, donc ça a un coût. Mais c'est chouette. Après, on a aussi changé des couvertures en rajoutant, par exemple, s'il y avait ce qu'on appelle des blurbs ou tu sais, des citations d'auteurs québécois, par exemple, qu'on a rajouté sur les couvertures. Des fois aussi, on trouve des compromis qui marchent partout. L'idée, c'est ça qui est le mieux. Ça nous coûte moins cher d'avoir la même stratégie partout si elle est applicable et adaptable. Et sinon, quand on peut pas, en effet, on fait voilà. Et après, il y a aussi le choix du type du bouquin. Par exemple, là, on sort un titre québécois, vraiment. Nos déchireurs de Caroline Provost qui a gagné un prix des lectrices québécoises, d'ailleurs. Là, par exemple, ce titre, c'est un petit bijou québécois, mais c'est vraiment de la littérature québécoise. Donc, on lui donne sa chance et on sait il y a un énorme potentiel dans les rayons québécois en papier et en numérique. Par contre, pour l'instant, en Europe, on a choisi de le faire en primo numérique, donc numérique et impression à la demande. Et après, on verra comment ça fonctionne. Voilà. Donc, tu as plusieurs choses sur lesquelles. Pareil, le prix. Tu peux très bien faire au Québec des promotions à 9,95 sur des bouquins, par exemple, 9,95 $ du coup, parce qu'au Québec, il y a un prix libre, il n'y a pas un prix fixe. Tout à fait. Donc, du coup, tu vas jouer là-dessus. Les Québécois sont du coup très sensibles au prix, là où un Français ne peut pas va être sensible au prix. Oui, évidemment, ça fait partie d'ailleurs de tout ce qui est marketing. Mais je veux dire, tu vas avoir par exemple les fameuses OP3 pour 2 où tu arrives dans les FNAC ou dans les librairies à certaines époques de l'année, puis tu as plein de bouquins poche et on te dit achète 2 bouquins et tu as le troisième gratuit. Ou tu as une autre prime, genre en imaginaire, on fait beaucoup ça, je sais pas, des marque-pages, choses comme ça. Au Québec, oui, les goodies et tout, ça marche bien, mais ça n'a pas forcément un intérêt, puisque en France, on fait ça parce qu'il y a la loi Langue qui fait que tu ne peux pas changer le prix du livre. Tout à Donc, tu fait. vas créer des ouvrages gratuits pour les offrir ou des primes gratuites. Et du coup, tu es obligé de faire une 3 pour 2, ce qu'on appelle une 3 pour 2, parce que tu n'as pas le choix. Au Québec, par exemple, on ne va pas le faire. Donc, mes 3 pour 2, je ne vais pas forcément les mettre au Québec. Par contre, il y a des bouquins que je peux mettre à 9,95 en promotion. Ça va et souvent pareil. Donc, voilà. Les formats aussi, dans un autre genre, les formats. Voilà, tu as aussi des formats qui marchent mieux. Par exemple, le format poche ne marche pas très bien au Québec. Alors qu'il marche très bien en France. Exactement. Oui. Donc, par exemple, on aime le format compact au Québec à la nord-américaine. Donc, par exemple, quand on a des couvertures, ce qu'on appelle tie-in, c'est-à-dire des couvertures qui ont, par exemple, on a un film ou une série qui sort. Déjà, tu peux ne pas avoir la même couverture. Là, par exemple, La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes de l'année dernière. Au Québec, est disponible chez Netflix. En France, c'est Canal+. Donc, on n'a pas les mêmes couvertures parce que c'est pas les Tout à mêmes, fait. c'est pas du tout les mêmes. Voilà. Et en plus, moi, j'ai choisi de faire un format compact, là où la France va le faire en poche, et pour des raisons qui sont soit d'aller toucher déjà un public qui préfère ça, mais aussi pour des raisons de distribution. Vu que le prix est libre au Québec, il y a des points de vente qui préfèrent ce type de bouquin pour faire un petit prix ou baisser le prix. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question. Du coup, pardon, je parle beaucoup. Il faut m'arrêter. Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs qui ont, et c'est normal, le point de vue de l'auteur. Et donc, du coup, quand on parle de couverture et de titre, eux, ils le raccrochent à leur histoire et du coup, ça a un sens qui n'est pas forcément le sens de l'éditeur parce que du côté de l'auteur, on n'intègre pas encore, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ICAR, d'expliquer ça, on n'intègre pas assez la partie marketing. Mais comme tu dis, quand un éditeur prend un livre, c'est-à-dire signe un contrat avec un auteur et donc prend un certain nombre de risques, derrière, il faut qu'il vende le livre. Et comme tu dis, c'est un produit. Donc, c'est un produit spécifique avec des techniques marketing spécifiques, mais il n'empêche que ça reste un produit. C'est la raison pour laquelle, à l'ICAR, on dit souvent faites confiance, même si c'est la mort dans l'âme. Mais quand un éditeur vous propose des changements de couverture ou une couverture vraiment différente ou vous propose de changer votre titre, c'est pas qu'il dénature le livre. C'est pas du tout son intention, mais c'est que lui, il connaît ses vecteurs de vente, il connaît sa clientèle, du coup, et il sait ce qui peut intéresser et interpeller sa clientèle et son portefeuille de lecteurs. Et ce qui serait peut-être effectivement plus raccord avec l'histoire et l'ambiance, mais qui passerait complètement à côté du public que l'éditeur connaît. Et du coup, j'enchaîne sur cette deuxième question
puisqu'on parle souvent du genre, des éditeurs spécialisés par genre, avec les collections. Et alors ma question c'est, est-ce que le genre préexiste à l'éditeur ou est-ce que l'éditeur, du coup, c'est lui qui définit finalement ses propres genres et qui d'une certaine façon, constitue son propre portefeuille de clients et éduque son portefeuille de clients avec un genre ou un marketing qu'il aurait créé pour répondre aux besoins de ses lecteurs. Le genre, ça fait partie du livre en partie, donc j'ai envie de te dire que ça se market. Ouais. Oui, bien sûr. Et notamment, on voyait, alors, il y a évidemment des vrais genres littéraires qui existent, hein, et des sous-genres littéraires. Après, on peut par exemple prendre vraiment les genres littéraires. Tu as le polar, je passe les genres avant ça, hein, de fiction, non-fiction, etc. Mais tu as les genres littéraires, genre l'imaginaire, la romance, le polar. Alors, la ligne blanche, déjà, bon, tu vois, qu'est-ce que c'est que la ligne blanche? On commence Exactement. par voilà, donc ça commence. Et en fait, dès que tu commences par plus savoir quoi, vraiment, le young adult, c'est par excellence c'est un rayon. C'est un rayon jeunesse, clairement. Mais on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas un genre qui existe en vrai. C'est un genre marketé. D'ailleurs, c'est le seul genre genre, et je mets des guillemets, qui donne en fait son public et pas le genre réellement du contenu du bouquin. C'est-à-dire que, en Exactement. gros, qu'est-ce que c'est que la littérature young adult? Quand tu le dis comme ça, c'est une littérature pour les jeunes adultes. Donc ça dit absolument tout et rien. C'est le but, hein. C'est la game, comme on dit au Québec. Ça n'existe pas. Pareil, le new adult, on va aller long, on va aller hop. C'est pas. Alors, c'est une extension du young adult. On pourra en reparler si tu veux, mais c'est quand même un peu différent. Mais ça c'est du pur marketing. En général, quand tu fais du new adult, tu fais de la romance. Créer des genres, c'est aussi dire des choses sans les dire. On sait par exemple notamment que les libraires n'aiment pas forcément par exemple la romance. Donc on va trouver des moyens, c'est désolé, hein, mais c'est la vérité, et c'est pour ça que Mais c'est compliqué. tellement, même en France, hein, même en France, hein. Et encore, je pense qu'au Québec, on est plus ouvert encore sur la romance qu'en France, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est très courageux aujourd'hui de se lancer sur la romance en papier et en numérique, parce qu'on n'est pas forcément soutenu par les libraires, par certains libraires en tout cas. Donc voilà. Donc par exemple, dire que tu fais du new adult, c'est une façon de ne pas dire que tu fais de la romance. D'ailleurs, tu remarqueras que la romance, c'est un des seuls genres qui n'a pas vraiment de rayon. Tout à Alors, fait. tu peux avoir un libraire qui aime la romance ou qui se rend compte qu'il y a. Parce qu'en vrai, la romance, c'est une pépite. Car si tu es libraire et que tu comprends, même si tu n'aimes pas la romance, que d'avoir un choix, de pouvoir savoir aiguiller ton public et d'avoir juste en fait un coin où tu mets de la romance. Et juste, en gros, tu fidélises ce public-là qui est ultra fidèle, tu vois, qui achètent beaucoup. C'est pas forcément ceux qui ont le plus Exactement. les moyens, mais qui vont acheter beaucoup, Oui, qui sont boulimiques, qui savent même mieux en fait que les trois quarts, enfin mieux que toi en fait, en gros, en tant que libraire, je parle, hein, ton truc, ça marche tout seul en fait. Et après, c'est en plus souvent des personnes qui achètent pour leurs enfants, des fois pour leur mari, parce que je dis ça parce que c'est ça à 99% des lectrices, oui. les lecteurs de romance entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est une façon de pas dire les choses. Pareil, en young adult, tu as de la romance. Bah, tu dis pas comme ça que tu fais de la romance. La bitlit ou la littérature de la morsure, c'est une pure invention marketing, très brillante par ailleurs. Pareil, et qu'est-ce que ça cache, la bitlit? Ça cache de l'urban fantasy et donc de l'imaginaire, et ça cache de la romance, paranormal romance, qui sont les deux genres les plus mal aimés en général. Et le young adult, Exactement. j'ai envie de te dire, c'est pareil. Le young adult, il y a énormément d'imaginaire. Et La c'est une vraie dystopie, contradiction pareil. parce que, arrête-moi si je me trompe, c'est une vraie contradiction parce que la romance se vend très, très bien. La romance paranormale, comme tu dis, se vend très bien aussi. Ah bah oui, mais de toute façon, la romance, c'est plus il y a quelques années, écoute, maintenant je ne sais pas si mes chiffres sont juste aujourd'hui, mais il y a que 4 ou 5 ans, ils estimaient que 80% des ventes en e-book aux États-Unis étaient de la romance. Tout Ce à qui se fait. vend le mieux aussi en tout ce qui est vente à distance, donc vraiment ton bouquin qu'on t'envoie, que ce soit par Amazon, 5.com ou quoi, c'est pour beaucoup de la romance. Parce que c'est des lecteurs qui sont passionnés par ça, qui ne trouvent pas forcément d'ailleurs leur bouquin aussi en point de vente, déjà. Donc oui, ça cartonne la romance en vrai. Mais souvent, les ventes vont se faire par exemple en hypermarché, plus qu'en librairie, donc ce qu'on appelle premier niveau, c'est-à-dire vraiment les librairies indépendantes. Ça va se faire un peu en Fnac, par exemple, ou en toutes ces grandes surfaces spécialisées, ou Renaud-Bré, par exemple au Québec, ou Cultura, tu vois. Mais oui, c'est en vrai, il y a un énorme public et ça marche très bien.
Le problème étant, c'est que ça marche sur des réseaux, entre guillemets, de vente qui sont, qu'en fait, que les lecteurs eux-mêmes peuvent s'approprier facilement et peuvent faire leur achat facilement. Donc ça, c'est super important, mais comme l'imaginaire. 80%, et pareil, il y a 2-3 ans, c'est quoi, 80% de tout ce qui est imaginaire qui se vend en jeune adulte, etc., tout ce qui se vend en young adult, c'est de l'imaginaire. Tout à fait. Et l'imaginaire, c'est le deuxième genre le plus mal aimé. Oui. Alors, maintenant, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, etc., a quand même fait prendre Game of Thrones, etc., ont quand même fait prendre de l'ampleur, on va dire, à l'imaginaire. Donc, c'est quand même plus ouvert, par exemple, que la romance. Mais ça reste il y a beaucoup de gens qui disent, mais l'imaginaire, c'est pour les gosses. Et alors, toi qui es du côté éditorial, est-ce que tu aurais une théorie ou une explication sur le fait qu'on a des chiffres qui très clairement montrent qu'il y a un véritable intérêt de la part des lecteurs sur ces genres-là, et de l'autre côté, très clairement, au niveau de certains professionnels comme les distributeurs ou les libraires, où il y a une espèce d'élitisme qui fait que, ah oui, mais la romance, ah ouais, mais l'imaginaire, c'est pas vraiment des bouquins, c'est pas vraiment des romans. Est-ce que tu as une idée de la raison de cette contradiction, en fait? C'est très culturel. Enfin, déjà, c'est très culturel. Déjà, par pays, c'est pas pareil. Tu as des pays qui vont être plus ouverts que d'autres à la romance, tu vois. Après, il y a quand même un problème, c'est que, comme tu le dis, le livre, enfin, c'est très élitiste. Tout à Tout fait, ce oui, qui je suis est d'accord. mass market ou littérature dite justement populaire est égal le peuple, et on dit ce qu'on veut, mais le peuple, dans l'ancien temps, hein, on a quand même fait couper des têtes avec ça, avec ce principe-là d'élite et de monarchie, la masse populaire est quand même vue, et c'est inconscient ce que je te dis, hein, et c'est ma théorie, et bon, il y a Bien sûr, quelques personnes qui c'est la partagent aussi, mais intériorisé, c'est c'est intériorisé. ça. Mais du coup, il faut quand même que si tu fais un écrit, mais beaucoup d'auteurs aussi. En vrai, je trouve ça dingue. Tu vois, il y a des auteurs qui finissent par être des grands. Alors, pas en romance, parce qu'en romance, c'est vraiment une communauté qui se tient et qui est très forte entre elles et qui se soutient. Parce que de toute façon, elle est mal aimée, quoi qu'il arrive. Désolée de dire ça, mais c'est vrai. Mais tu as Et raison. pourtant, les autrices et les auteurs de romance sont parmi les plus talentueux parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais écrire de la romance est ce qu'il y a de plus dur en vrai. Il y a des normes très strictes à la romance que les 99% des gens ne le savent pas, hein. La romance, vraiment, et en vrai, toutes les autrices, par exemple Harlequin, etc., qui écrivent des dizaines, des vingtaines de bouquins par an, en vrai, sont des machines de guerre, hein. Je veux dire, Ah mais autant ça, s'ils viennent je l'ai souvent dit dans le podcast et pas uniquement, mais le genre de la romance est un genre qui est extrêmement codé, et comme il est très codé, il est très exigeant. Et tu fais référence très justement à la communauté de lecteurs de romance, qui est une communauté qui est très vorace, qui est très gloutonne, donc qui consomme énormément de titres et qui est très soudée, mais par contre, elle est intraitable avec le genre. C'est-à-dire que si jamais un auteur se permet de méconnaître les codes du genre de la romance, ou de leur manquer un peu de respect en les ignorant, etc., généralement, la sanction au niveau des ventes, elle se fait pas attendre. Donc, c'est quand même une communauté très exigeante et qui, comme tu l'as dit très justement, est souvent bien plus connaisseuse que même les éditeurs ou même les auteurs sur ce genre-là. Donc, effectivement, c'est complètement surréaliste de penser qu'un auteur de romance est un sous-auteur par rapport à d'autres genres, parce que Ah c'est non, un mais genre c'est clair. Mais très regarde, ils ont exigeant. même leur propre convention. Ils ont leur propre Tout à convention. fait. Et tu vois, une convention aux États-Unis, t'hallucines en vrai, hein. C'est un truc énorme. Je veux dire, c'est une Comic-Con, hein, version romance. Tout à fait. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est pour ça que voilà, ce qui m'ennuie, tu vois, par contre, c'est que par exemple, en imaginaire, alors, on n'est quand même pas super bien vu en général. Dieu merci, pas par tout le monde. C'est encore une fois, c'est des généralités. Je veux dire, je préfère dire, tous les gens ne sont pas comme ça. Mais dans l'idée. Et par contre, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'après, il y a une espèce de sous-communauté, tu sais, qui se mettent à l'écart et qui eux-mêmes, une fois qu'ils commencent à avoir un peu de succès, ou même qui juste veulent dire, nous, on fait du vrai imaginaire. C'est-à-dire Oui, qu'eux-mêmes s'auto-élite, tu vois, ils s'estiment être l'élite, oui. alors que tu devrais dire, mais en fait, t'as pas à prouver que tu es une élite plus qu'une autre. Enfin, justement, tu fais de l'imaginaire. Puis, en fait, faire du livre populaire, entre guillemets, n'est pas une insulte. Mais même, tu vas le voir sur les éditeurs. Dès que tu as un éditeur de littérature dite populaire, tu te fais juger. Sauf en jeunesse,
Et donc, on en reviendra sur justement la puissance du young adult et la littérature jeune adulte. Mais voilà, et je pense vraiment que ça vient que le livre, au départ, c'est éduquer les masses. Au début, le livre a été ce qui a éduqué les gens pendant des centaines d'années, tu vois. C'est ça, au début, tu n'avais que le livre et tu n'avais que la presse écrite. Et au départ, qui savait lire et écrire? Les nobles. Tout à fait. Et donc, il y a quand même un héritage de ça. Quand tu vois une dictature et que la première chose qu'ils font, c'est brûler des bouquins sur la place publique, il y a quand même, tu vois, tout un effet de on éduque les masses. Et donc, si on éduque les masses avec et que finalement, les masses, c'est de la littérature populaire, tout le monde peut le lire, et ben inconsciemment, et c'est vraiment inconscient, hein, ben, ça dérange. Tout à fait, tout à fait. Et Et alors, comme tu du vois, la coup, philosophie et tout, souvent, tu as quand même des gens, là, tu as des gens qui ont compris qu'il faut qu'ils la rendent accessible, tu vois, mais souvent, plus t'embrouilles, enfin, moi, j'adore la philo, mais il y a des fois, je me dis, mais vous compliquez les choses pour rien, en fait. Il d'accord. y a ce côté très tu sais, littéraire, voilà, donc bon. Je suis complètement d'accord. Et alors du coup, je me permets de rebondir parce que on l'a pas trop abordé ce sujet dans cette chaîne de podcast. Donc j'en profite que tu es là du coup pour qu'on fasse un petit focus sur le young adult et slash new adult dont tu pourras parler. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est que ce young adult parce que il y a toute une espèce de mythologie autour de cette catégorie slash genre slash qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, ce que ça recoupe exactement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ça, en tout cas le young adult à l'heure actuelle? Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, avec la définition, et la définition est différente en France, enfin en francophonie et en Amérique du Nord, par exemple. Donc, je vais donner en tout cas celle qui est la plus populaire, et en tout cas, je vais après affiner par la mienne, mais déjà, la littérature jeune adulte, au départ, c'est une littérature qui s'adresse à une tranche d'âge. C'est-à-dire qu'en départ, aux États-Unis, 12-18, et en France, c'était 15, 14, 15, 18. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette catégorie, en fait, elle était lue par beaucoup plus vieux, entre guillemets, que ça, et notamment la littérature young adult au final, et notamment, et ça a beaucoup fait, en fait, c'est Harry Potter qui est un peu, alors ce qu'on dit Tout à être fait. un peu le début de la littérature jeune adulte, si on peut se permettre de dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même il y a des bouquins, c'est des bouquins qui sont passerelles, en fait, qui sont passerelles entre plusieurs âges, et alors, on va revenir aux pratiques de pratique. Dans la pratique, deux rayons en librairie, parce que c'est ça, finalement, on revient toujours à ça, à vendre des bouquins Tout à fait. et où tu les retrouves. C'est-à-dire que le young adult est considéré comme de la jeunesse, donc est classé en jeunesse, c'est-à-dire à part du rayon adulte, où là, le rayon adulte, tu vas trouver la littérature de l'imaginaire adulte, tu vas trouver plein de choses. Bon, voilà. Et en fait, notamment Harry Potter, ce qui est l'ironie, c'est qu'en fait, c'est parce que ça a mis du temps à être écrit, et que tu vois, aujourd'hui, je me pose toujours la question de me dire, nos enfants, en fait, tu vois, qui doivent lire Harry Potter, enfin, en vrai, les enfants d'aujourd'hui, Harry Potter, enfin, moi, j'ai eu la chance d'attendre mon bouquin Harry Potter à minuit, le tome 6 et le tome 7, tu vois. Tout à Et fait. en fait, j'avais pas le même âge quand j'ai lu le tome 1, bah ouais, Bien j'avais sûr. 13 ans, que quand je l'ai terminé, j'étais adulte. Aujourd'hui, tu as un fossé tellement grand dans les 7 tomes, en fait, que du coup, tu te dis, mais un gamin de 13 ans, ou même 12 ans qui commence Harry Potter, putain, c'est violent en vrai le sixième et Oui. septième tome et même avant, tu vois, voilà. Oui, Et oui, je suis donc d'accord. c'est parce qu'en vrai ça a mis du temps à être écrit, sauf que ça a fait émerger le fait qu'il y a des gens qui peuvent lire ce qu'on appelle de la jeunesse. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a vraiment créé le young adult parce que tu as beaucoup d'éditeurs par exemple qui disent bon ok nous on fait de la jeunesse, donc on fait de l'ado, donc on fait du 12-13 ans, tu vois. Et après, tu as ceux qui disent ouais, mais nous on fait du young adult, donc c'est censé être plus vieux. Et c'est quand même classé en jeunesse. Donc c'est pour dire, c'est l'éditeur quand même qui choisit aussi hein, là où il met son bouquin. Tout Tout à comme tu vas fait. avoir des doubles exploitations, tu as des bouquins qui vont être classés et avec une exploitation en adulte et une exploitation en jeunesse. Donc le young adult, ça a été une façon de trouver un compromis, si tu veux. Et notamment, le young adult a explosé avec notamment Twilight et donc la Bit Lit. Et après ça, la dystopie avec Hunger Games et compagnie, de genre, d'ailleurs, la dystopie est un genre qui n'existe pas en fait, hein, c'est un sous-genre de l'imaginaire qui s'appelle de la science-fiction. Sauf qu'encore une fois, on s'adresse au market et donc c'était plus in et plus tendance de dire que tu lis de la dystopie que tu lis de la SF, quoi. Donc c'est Complètement, du hein, pur complètement. marketing. Surtout qu'à une époque, la SF était un peu taxée de ringarde, en fait.
que c'était Complètement. beaucoup plus glamour de dire dystopie parce que la SF, on en était resté à Asimov et il y avait un côté un peu has-been sur la SF en plus. Ah oui, bah t'imaginais le space opéra à la Star Oui, Wars et le monsieur de 60 ans que des jeunes peuvent juger être ringard, parce qu'après, c'est pas forcément ringard. Mais tout comme, regarde, les Marvel et les DC, c'est le genre super-héros. C'est quoi? C'est de l'imaginaire, hein. Enfin, je veux dire, t'as quand même, enfin, tu vois, Thanos et son gant de... Enfin, tu vois, tu dis, à un moment donné, mais on sort, justement, ces catégories-là. Et voilà. Et c'est ça, en fait. Le young adult, c'est vraiment des bouquins. Et donc, il y a des règles au young adult, notamment, donc, il y a plusieurs choses. La première, et ça, c'est quelque chose qui a changé avec le new adult, mais là, on va pas tous être d'accord, les éditeurs. Mais voilà. Mais ça, moi, par contre, c'est ma définition et j'y tiens. C'est que normalement, tu vas dans un rayon jeunesse, donc ils essaient de pas avoir de sexe de manière ouverte. C'est pour ça que, par exemple, Twilight, ils couchent ensemble, oui, quand ils sont mariés, mais la porte se ferme au moment où et pourtant elle tombe enceinte, hein. Donc spoiler, désolé les gens, comme si vous l'aviez pas lu, mais je veux dire voilà. Et ben ça la c'est belle ellipse, on ferme la porte. c'est ça. Et puis après, tu peux avoir des altérations de point de vue, etc. Mais il y a quand même souvent, c'est écrit à la première personne ou à la troisième personne, mais bon, beaucoup à la première personne, souvent quand même avec une héroïne. Ça peut être aussi un héros, mais c'est quand même souvent une héroïne. Et c'est toujours en focalisation interne. Ça, c'est un point de vue vraiment, tu vois, au niveau écriture. Pourquoi? Parce que le but du young adult, c'est quand même de vivre des choses avec le héros ou l'héroïne. Et donc, vraiment, il y a une identification très forte qui doit se faire entre le lecteur et son héros, et son narrateur, du coup. Donc, voilà. Et donc, ce héros va vivre des choses qui correspondent en général à son âge. Donc, en général, ils ont 14, 15, 16 ans, avec ses premiers émois, souvent ces premières choses. Et puis, du coup, c'est ça que le young adult n'est pas un genre en tant que tel, parce que là, par contre, si tu parles de genre littéraire pur et dur, le young adult, t'as tout. T'as de l'imaginaire, et dedans, tu trouves aussi bien de la fantasy, de la beat, du l'horreur, que de la science-fiction, qu'on va appeler dystopie pour beaucoup, mais la science-fiction. Tu vas avoir du polar, avec du suspense psychologique. Tu vas avoir de la romance, évidemment. Puis tu vas avoir des fois des bouquins super durs. Enfin, tu vois, Nos étoiles contraires, en vrai, c'est super dur, hein. C'est pas. Tout à fait. Du coup, je mets à part, hein, parce que du coup, la romance, c'est pas. Enfin, Nos étoiles contraires n'est pas de la romance, hein. Quand ça finit mal, c'est pas de la romance. Dans le sens classique. Donc, tu vas vraiment trouver de tout. Donc, c'est pour ça que, foncièrement, la littérature young adult n'est pas un genre, en tant que tel, littéraire en tout cas. Par contre, c'est les éditeurs qui l'ont défini en catégorie, et ça permet d'être une espèce de fourre-tout, finalement, qui s'adresse plus à une cible et à un lectorat, et qui peut avoir de 15 à 35 ans, tout comme 50, 60. Tu as des gens qui y en lisent. Et en fait, c'est une littérature populaire, vraiment, d'aventure, souvent. Voilà. Et c'est vraiment, je le pense sincèrement, un genre qui a permis, que les éditeurs ont créé, pour combler, on va dire, justement, des genres littéraires et des récits qui sont sous-représentés en librairie traditionnellement. Donc justement, on parle de l'imaginaire, la romance pour beaucoup, etc. Et le young adult, c'est aussi beaucoup un univers transmédiatique, on va dire, et multimédia, avec les films, les séries, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser pour faire le lien, c'est pour toi, alors j'en ai une petite idée, mais tu as peut-être une opinion différente de la mienne, mais en quoi est-ce que c'est important pour un jeune auteur de connaître ça, c'est-à-dire de connaître l'aspect marketing qui va être appliqué à son histoire, à son univers et aussi à sa carrière d'une certaine façon. Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce que voilà, pourquoi, à ton avis, c'est important qu'on en parle aux auteurs en général et aux jeunes auteurs en particulier? Parce que c'est la réalité. Et j'ai envie de dire que même un auteur, pardon, un éditeur, la fille qui est obsédée par les éditeurs, même un auteur, pardon, qui s'auto-édite, il faut qu'il ait conscience de ça, que ce soit en numérique, en papier, ce que tu veux, hein. Mais c'est la réalité et ça fonctionne comme ça. Puis, être auteur, et là, je pense, et je pense ne pas me tromper quand je le dis, tu en es la preuve incarnée. Tu vois, et on en parlait tantôt juste avant le podcast. Avec le temps, on se professionnalise, on apprend comment les choses fonctionnent, et tu te heurtes à des réalités. C'est important de comprendre les choix d'un éditeur aussi, plus généralement, hein, voilà, de comprendre ses réalités pour comprendre les choix qu'il peut faire.
Tout comme d'ailleurs, s'il veut que tu changes des choses sur ton manuscrit, et tu as le droit de dire non aussi, tout comme le fait de, par exemple, il va refuser un manuscrit, c'est pas forcément qu'il est pas bon, c'est juste qu'il arrive peut-être pas au bon moment ou qu'il correspond pas à la ligne éditoriale de l'éditeur. Voilà. Mais tu vois, c'est un truc, je me rends compte que je sais qu'il y a très peu de gens qui se le savent et souvent les auteurs l'apprennent souvent dans la douleur en plus. Hein. Donc voilà, je te vois en train de faire ouais, c'est vrai. Tu l'as appris dans Alors la là, vous douleur ne voyez aussi. pas, mais en fait, j'arrête pas de C'est ça. hocher la tête parce que c'est tellement vrai tout ça. Mais c'est pour ça que tu vois, parce qu'on l'a pas dit, mais à côté de mes activités chez Brajeune, je suis consultante justement dans le développement d'affaires et le marketing dans l'édition, donc notamment pour des éditeurs, mais pas que. Donc voilà, et en gros, j'ai décidé de créer ma chaîne Instagram qui s'appelle justement Et si on en parlait vraiment, dont le but c'est vraiment des petites vidéos sans se prendre la tête sur justement démystifier en fait le monde de l'édition et certaines réalités. Et en fait, c'est parce que je me rends compte vraiment que les gens n'y connaissent rien, en fait. Et en plus, c'est un milieu qui est quand même très opaque. C'est très mystérieux, l'édition. Il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent comment ça se passe. C'est aussi une industrie complexe que tu mets des années à cerner, parce que tu as quand même énormément d'intervenants. Tu as énormément de choix d'édition. Et puis en plus, je trouve ça passionnant, mais avec les nouvelles formes qui sont développées ces dernières années, que ce soit tu vois, être autopublié, que ce soit le numérique, que ce soit la fanfiction. Enfin, tu vois, 10 000 choses qui interagissent, enfin, qui aujourd'hui TikTok, avec tous les influenceurs et leurs éditions dédiées, t'as plein de 10 000 choses, c'est passionnant. Mais il y a aussi, en plus de ça, plein d'intervenants différents, même sur des choses plus classiques, où tu as t'as des points de vente avec leur réalité, tu as ce qu'on appelle des diffusions, des distributions, parce que c'est bien beau, toi, tu écris un bouquin, moi, je te publie, mais c'est bien beau, on imprime le bouquin, on en fait quoi? Parce que je l'ai marketé, on a payé une promo, on l'a imprimé, et là, point d'interrogation, tu vois, vraiment. Donc là, j'en fais quoi du bouquin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'éditeur à la main va aller dans chaque point de vente, serrer des mains et dire bonjour? Non. Tu passes par ce qu'on appelle une diffusion. Une diffusion, c'est des représentants qui représentent plusieurs éditeurs. Là, je parle pour le papier, évidemment, mais par exemple, il y a des diffusions numériques aussi, hein, par exemple. Exactement. Mais voilà. Et je veux dire, et pour le papier, c'est des représentants qui vont aller voir tous les types de points de vente, les types de points de vente qui sont divers, qui vont de la grande distribution, donc tout ce qui est hypermarché, aux petits libraires de quartier et tout ce qu'on voit à côté, et qui ont leurs règles différentes, leur façon de procéder différente, qui ont des réseaux différents. Et après ça, une fois que les représentants ont vendu nos livres, entre guillemets, aux libraires qui commandent ces quantités, il se passe quoi? Bah, il faut bien que ces bouquins soient imprimés et envoyés et stockés, parce que quand tu imprimes des milliers de bouquins, c'est pas chez toi que tu vas les stocker. Et donc ça, tu as un distributeur qui intervient dans l'histoire, qui lui va stocker les bouquins et puis envoyer tout ce qui est logistique au libraire qui a commandé ce bouquin-là en quantité, etc., etc., etc. Tu as les acheteurs, les lecteurs, mais tu as aussi des collectivités, tu as aussi c'est des bibliothèques, c'est des écoles, tu as les pouvoirs publics qui vont faire, par exemple, j'ai adoré la dernière Centre national du livre a fait, franchement, je chapeau bas, j'avoue. Ils ont fait une super campagne là sur lire dans tout, je sais pas si tu l'as vu, mais dans tous les formats. Ils ont promu l'audio, le e-book, j'étais hallucinée. Je dis waouh, c'est super. Parce que d'habitude, quand même, ils sont assez réfractaires. Là, ils ont Oui. ouvert, ils ont même parlé de la romance, quand même. On a quand même vu un truc marqué Centre national du livre parler de la romance. Chapeau bas. Ils ont vraiment promu toutes les sortes d'éditions. Mais ça aussi, ça rentre dans l'équation et ça rentre tout ça. Et en effet, apprendre à chaque pays, tu as des traductions, tu as les agents, si tu veux acheter des droits ou si tu veux les publier. Enfin, c'est ultra complexe, l'édition, en vrai. Et puis en plus, je ne parle même pas de comment ça fonctionne en termes de vente précisément, parce qu'il y a des façons de fonctionner en termes d'industrie qui sont très complexes aussi et qui sont très casse-figure pour les éditeurs. Voilà, tu vois, Exactement. Et j'ai souvent l'habitude de dire dans mes masterclass ou la chaîne de podcast, c'est que le milieu du livre et la chaîne de production du livre, elle adore cultiver le secret. On est vraiment dans un corps de métier qui cultive, alors consciemment, inconsciemment, peu importe, mais ce secret, et qu'il est vraiment important quand on décide de se professionnaliser, donc d'envisager une carrière en tant qu'auteur, de savoir dans quelle culture professionnelle est-ce qu'on va baigner et que c'est important de savoir comment est-ce que le livre, une fois qu'il est écrit, par quelles étapes et par quelles décisions il va passer pour se retrouver, comme tu dis, dans telle ou telle librairie ou dans tel ou tel supermarché, etc. Et ça permet, je pense, nous, du point de vue d'auteur, de se mettre un petit peu plus
dans les chaussures de l'éditeur et de comprendre un petit peu mieux, les choix qui sont faits parfois sur, des couvertures, sur des titres ou sur le moment en tant qu'auteur, on se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette couverture? Mais qu'est-ce que ce titre?» Enfin voilà, ça a moins de rapport que ce que je pensais avec ce que j'ai écrit, j'aurais imaginé autre chose et donc comme je dis souvent, de vraiment garder l'esprit ouvert et de vraiment se mettre dans la tête que, lorsqu'on signe un contrat d'édition avec un éditeur, on signe en réalité un contrat de partenariat et que l'éditeur, c'est un partenaire et que lui, l'éditeur, tout son intérêt, c'est de vendre le livre. Il a aucun intérêt à saccager, l'œuvre, d'origine. De toute façon, s'il l'a signé, c'est qu'il croit en cette œuvre-là et qu'il a une idée de la façon dont il va pouvoir la vendre et donc c'est vraiment une collaboration et que l'éditeur n'est pas un ennemi. Il n'est pas dans l'autre camp. C'est juste que lui, il a une vision, heu, différente parce qu'il a un métier, différent. Et tu disais quelque chose de très important et que je vais me permettre de reformuler, à savoir que tout ce que tu racontes là s'applique bien évidemment à l'auto-édition. Pourquoi? Parce que quand on dit auto-éditer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est auteur et on est aussi éditeur. On a les 2 casquettes. Donc forcément, on doit se Mmh. taper tout le boulot, de marketing, d'études de marché, d'études du portefeuille de clients, de la tendance, à l'heure actuelle et des thématiques. On est obligé d'intégrer ça et de l'appliquer à l'objet livre qu'on va auto-publier. Et du coup, je voudrais terminer avec une dernière question. Est-ce que, enfin, tu dirais à un jeune auteur qui, du coup, a une vague idée d'histoire, qui ne l'a pas encore écrite, qui ne sait pas trop, est-ce que tu lui dirais de s'intéresser un peu aux tendances dans le type d'histoire qu'il a envie d'écrire, dans les genres qu'il a envie d'écrire ou dans les catégories qu'il a envie d'écrire? Est-ce que tu lui conseillerais de se tenir un petit peu au courant voilà, de ces tendances et ce qui sort un peu parce qu'il ne doit pas ignorer qu'il va mettre les pieds dans un marché qui existe déjà avec des tendances. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, comprendre l'univers dans lequel tu vas nager ou en tout cas dans lequel tu veux nager, c'est quand même, ultra important. C'est alors je vais dire quelque chose, je trouve dommage parce que je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est un truc que je remarque et je peux voilà, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de alors, d'un côté, on voit toujours l'éditeur comme le méchant. Alors oui, il y a des gens qui sont pas très nets et malheureusement, hein, voilà, et qui profitent aussi du fait que bah, les auteurs veulent être publiés absolument, etc. Mais en effet, il faut déjà comprendre les réalités, les choix des éditeurs, l'impact financier, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et aussi, en effet, comprendre le marché en général. Qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qui va pas. Ça ne veut pas forcément dire que il faut faire toujours en fonction de ce qui se fait en ce moment. Sinon, il n'y aurait jamais de tendance qui émerge. Puis d'ailleurs, ça que je trouve super intéressant au niveau de l'auto-édition, mais aussi de tout ce qu'on a vu, les fanfictions, tout ça émerger, c'est que ça a créé des nouvelles tendances auxquelles les éditeurs, sans le vouloir, n'avaient pas vu que ça pouvait marcher, ou juste étaient même réfractaires aussi, parce que aussi, ça reste des humains hein, qui font des C'est choix, vrai. on peut se planter aussi, hein. On fait tout pour que quelque chose marche, des fois ça peut se planter aussi, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, ouais. Mais en tout cas, en effet, comprendre les choses en ce moment, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne bien, tu sais que tu as plus de chances d'être publié. Tu... Encore une fois, je le dis souvent, hein, tu peux avoir un chef-d'œuvre qui aurait pu, s'il était tombé à X, on ne sait pas, dans des identités, on est dans le multivers, ça, qui tombe à ce moment-là comme ça, qui peut être un énorme best. Ça tombe des années plus tard ou des années avant, et on le voit, regarde BookTok. Le truc, alors là, la chance de BookTok, c'est quand même impressionnant. Tu as des bouquins qui ont 4 ou 5 ans, qui sont mis en avant et qui cartonnent en ce moment. Tout à Alors, ils ont fait. la chance de tomber au moment de BookTok. Donc voilà, après, bon, t'étais publié à 30 ans, si tu veux, manque de bol. Bon, après, t'as quand même des bouquins qui ont un certain âge et qui sont quand même mis en avant sur BookTok. Mais dans l'idée, tu vois, moi, je trouve ça génial. Par exemple, il y a PS Pacat, qui est une autrice, nous, qu'on a publié chez Brajlon il y a 4 ou 5 ans, avec sa série Le Prince Captif. Alors, une série de fantasy en romance et du MM. Autant te dire que tu pars en librairie avec ces 3 critères, c'est chaud. Ça a quand même marché, mais aujourd'hui, elle a sorti un autre bouquin de Dark Rise en Young Adult, justement, MM, parce que ça marche en ce moment, c'est la tendance, ça y est, les gens sont enfin ouverts au MM. Alors, il y a toujours eu des lecteurs MM, hein. Tu vois, Bien sûr, dans il les y a 5 fanfictions. ans, il y en a toujours eu. Enfin, tu vois, et voilà, oui, voilà, c'est même un truc assez classique finalement. Tout à Mais là, fait. en ce moment, c'est ce qui cartonne en plus grosse échelle, qui vient pourtant de l'auto-édition au départ. Tout Et à là, fait. d'un coup, on se met à vendre en 1 an plus de princes captifs qu'en 5 ans, alors que le bouquin est vieux et que à date, oui, là, on va faire une nouvelle édition,
Mais avant, on n'avait pas fait plus de choses qu'il y a 2 ans. Tu vois, sur le bouquin, c'est un Tout à titre qu'on fait. appelle de fond. Donc, c'est entre guillemets un vieux titre qui reste au catalogue. Mais voilà. Et donc, c'est important déjà de comprendre que ton manuscrit peut tomber à un moment qui est arrangeant comme un moment qui n'est pas arrangeant. En effet, comprendre les tendances et peut-être, en tout cas, quand tu peux, on va dire, s'adapter, ça peut être intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout que tu fasses en fonction du marché non plus. Je dis, Bien sinon, il n'y aurait sûr. pas de tendance. Par contre, il y a un truc que je voudrais dire et j'en profite là-dessus. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose, c'est que les auteurs, et notamment les auteurs qui veulent être publiés ou qui commencent à s'auto-éditer, etc., ont l'impression de tout connaître et tout savoir et avoir la science infuse. Et ça, c'est vraiment un truc en vrai qui me choque beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est que je trouve quand même qu'il y a une côté de on sait tout, et en gros, l'éditeur, du moment qu'on peut s'auto-publier, en gros, l'éditeur n'a plus rien à nous apprendre. Puis de toute façon, l'édition, tu vois, ça sert à quoi? C'est dangereux. C'est dangereux. Ça ne veut pas dire que tu peux être quelqu'un de brillant et cartonner en auto-édition. Attention, hein, Oui, mais c'est deux métiers mais ça reste différents. que c'est un métier. Voilà, ça reste que l'édition, c'est un métier avec vraiment. Enfin, c'est important de le connaître. Et donc, en effet, oui, c'est bien de cerner. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut 100% que tu te mettes dans la norme non plus Mais il faut comprendre aussi que tu peux être refusé aussi des fois parce que tu tombes, par exemple, au mauvais moment. Mais c'est intéressant, tu vois, dans la littérature young adult, il y a tout qui est permis. Là, on a lancé un concours d'écriture, tu vois, avec Big Bang, Tout à fait. notre label young adult chez Brajlon, justement. Euh, et d'ailleurs, Fibs aussi, qui est du young adult, mais justement en système psychologique. Bah, là, on a reçu des dizaines de manuscrits en très peu de temps, et on a regardé les genres. Les genres, fondamentalement, là, tu vois, pas du young adult, t'as de tout. T'as de tout. Et c'est passionnant, tu vois, je trouve ça Bien génial. sûr. Maintenant, est-ce que ça sera le moment, enfin, qui gagnera et qui sera publié? Peut-être quoi, j'espère qu'on trouvera plein de pépites dedans, mais c'est pas parce que la personne ne gagne pas, par exemple, ou qu'elle n'est pas publiée à ce moment-là, que son bouquin est nul. Par contre, son manuscrit peut être mauvais aussi, hein. Ça, faut être honnête, tu vois, Ah ça bah peut bien aussi sûr. arriver, tu vois. Donc, parce que bon, j'entends toujours le oui, mais on en a des mauvais manuscrits. Tu vois, bon. Bon, après, je sais que quand ils viennent de l'Académie littéraire, tu vois, ils sont tellement bien formés et vous travaillez tous tellement dur dessus et c'est tellement professionnel Ça, c'est que vrai là, qu'ils travaillent dur à mais c'est l'ICAR. ça. J'ai aucun, tu vois, je me fais aucun souci pour la qualité des œuvres qui sortiront, tu vois, et qui sortent d'ailleurs de votre école, quoi, tu vois. Mais pour autant, des fois, tu reçois des trucs, tu dis, oh là 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 là, tu vois. Ah bah, il y en a et on le déplore encore parce que c'est pas faute de leur expliquer, mais il y en a qui pensent encore que écrire un livre, ça demande aucune technicité particulière ni aucune formation et que à partir du moment où on a appris à écrire à l'école, ben tout le monde est potentiellement capable d'écrire un roman, alors que c'est nier le fait que l'écriture est un art et comme tout art, il demande de la rigueur, de la discipline et de la formation avec des règles spécifiques. Mais ça, on en est complètement d'accord là-dessus. D'ailleurs, on va s'arrêter là du coup pour ce podcast vraiment vraiment intéressant parce que tu nous donnes les clés d'un milieu auquel, quand on est jeune auteur, on n'a pas accès évidemment puisqu'on n'a pas encore signé chez un éditeur. Et puis même après, quand on signe avec un éditeur, l'éditeur il va pas nous raconter sa vie, il va pas nous raconter ce qu'il fait tous les jours et sa journée de travail. Voilà en fait, hein, c'est pas ça. Il va communiquer sur ce qu'on est en train de travailler tous les deux. Donc du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir ta vision. Et j'en profite, tu l'as dit, mais je vais le redire. Vous trouverez dans la page de description de ce nouvel épisode le lien de ton Instagram parce que c'est intéressant que Merci. toi, tu donnes le côté éditeur. Et que tu donnes des explications et des clés sous un format ludique et simple, que tu donnes des conseils et tu expliques aux auteurs, voilà la réalité de l'éditeur. Et donc, du coup, la réalité de l'éditeur, bah, voilà l'impact qu'elle aura sur notre collaboration et sur ton futur, sur ta future carrière, sur tes futurs choix d'histoire et sur tes futurs choix de contrat. Et donc, c'est vraiment, vraiment important et raison pour laquelle je tenais à faire ce podcast. Et je pense que nous referons d'autres podcasts parce que le sujet, et je pense que tous les auditeurs auront compris, le sujet est énorme et sans fin, du coup. Donc vraiment, c'était très intéressant de te recevoir dans cet épisode, du coup. Bah, merci pour la confiance. Déjà, j'ai passé un super moment en plus. Et je trouve voilà, que je te l'ai déjà dit et je le redis, j'adore ce que vous faites. En plus, voilà, c'est super pro. Justement, dans un milieu qui n'est pas toujours, comme on disait, tu vois, voilà, il y a toujours. Je pense qu'il y a un peu aussi, tu le disais, on a l'impression que tout nous tombe. Enfin, il y a aussi un peu
l'idée de l'auteur best-seller qui s'appelle. Tu vois, on raconte J.K. Rowling, tu vois, on dit J.K. Rowling, elle est en gros, elle crevait de faim, elle a écrit dans un train, elle a juste eu une idée comme ça et paf, 7 tomes, best-seller, tu vois. Il y a ce truc-là, en fait, cette croyance-là, alors qu'en effet, déjà, J.K. Rowling, elle a bossé comme pas possible son manuscrit et ses manuscrits. Et justement, on raconte une histoire quand on raconte l'histoire d'un écrivain, mais ça ne tombe pas comme ça. C'est pas vrai, tu vois. Les Et succès c'est du jour au justement. lendemain n'existent pas. Je le dirai jamais assez. On te fait croire pour la magie, magie de l'histoire, comme tu dis, pour la légende qui s'écrit. On te fait croire que c'est une success story qui lui est tombée dessus, comme si elle avait gagné au loto. Mais en réalité, derrière toute success story, quand on gratte un petit peu, on voit que les auteurs, ils galèrent depuis de nombreuses années et qui bossent, et que derrière, il y a tout un travail qui a été mis en place et que c'est pas enfin voilà, ça s'est pas sorti de nulle part en fait. Ah non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Mais c'est pour ça, c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant ce que vous faites et c'est super pro et voilà. Et donc, je suis en plus ravie que tu m'aies invité dans le podcast et qu'on ait pu avoir cette discussion que j'ai trouvé super. J'ai hâte du coup qu'on en refasse si jamais, voilà. Eh bien, avec grand plaisir. Avec Mais en tout cas, vraiment, voilà. vraiment. J'espère que ça aura intéressé les personnes qui nous écoutent. Merci pour l'écoute aussi. Et puis si jamais voilà, vous voulez me voir sur mon Instagram, n'hésitez pas. Voilà. Puis d'ailleurs On aussi mettra le sur lien. LinkedIn, d'un côté plus pro, même éditeur, auteur, il y a aussi moyen. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a aidé à démystifier l'édition parce que c'est vraiment mon but depuis quelques mois maintenant. Donc voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup et je dis à tous nos éditeurs à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Et n'oubliez pas, du coup, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous mettra tous les liens et évidemment aussi d'adhérer à la newsletter de l'ICAR si ce n'est pas encore fait. À très très vite. Au revoir tout le monde. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.